Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédacteur en chef du magazine L'Encre Noire. Ensemble, nous allons accueillir notre invité du jour, Monsieur Dogad Dogui. Bonjour Pablo. Bonjour Carole. Bonjour Monsieur Dogad Dogui, comment ça va? Très très bien, merci Carole. Bonjour Pablo. Bonjour. Alors, Monsieur Dogui, vous êtes le président de Africa SMB Forum. C'est une plateforme panafricaine d'accompagnement des PME à l'international. Vous êtes vice-président Afrique pour les affaires publiques et le développement des affaires. Vous êtes le fondateur du club Africagora, qui est un club qui existe depuis 1999, qui accompagne les hommes d'affaires noirs. Vous êtes ambassadeur de l'Union mondiale des PME et aussi le représentant spécial toujours de l'organisation WUSME, si je prononce bien. C'est exactement, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Parce que vous avez encore plusieurs autres casquettes, mais on en parlera pendant l'émission. Mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Rajouter père de famille et marié. Voilà, on aura terminé. Okay. Et vous êtes un heureux père de famille et un heureux homme marié depuis de très nombreuses années. 32 ans de vie commune, 30 ans de mariage, 4 beaux garçons, et vraiment le bonheur est là. Parfait. Excellent. Alors, que signifie, quand je dis femme et pouvoir, quelle est la première image qui vous vient en tête? Vous avez introduit le sujet en disant l'émission qui accueille les hommes qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. C'est ça. Moi, je n'ai pas peur des femmes de pouvoir, mais j'ai une certaine réserve. Femme de pouvoir. La réserve, c'est plutôt la réserve et le respect. Femme de pouvoir, pour moi, c'est efficacité, efficience, respect. Et le mot revient. Parce que la plupart des femmes n'osent pas prendre toute leur place dans la cellule familiale, dans la vie professionnelle ou dans la vie politique. Et celles qui le font ont ce caractère qui est lié à la force, qui est lié à ce qu'on appelle le pouvoir, mais c'est plutôt la confiance en soi qui permet de s'affirmer dans un monde quand même, pour l'instant, dominé par les hommes. Est-ce que ça pourrait être votre définition du mot pouvoir? Pour moi, le mot pouvoir, c'est la capacité à faire, la capacité à changer, la capacité à imprimer un changement. Le pouvoir pour le pouvoir, très peu pour moi. Le pouvoir pour la force, pour imposer. J'allais dire, ces idées, on ne les impose pas par la force, on les impose par la force de l'exemple. Donc le pouvoir, c'est plutôt la capacité à imprimer sur les autres, sur son entourage, sur son peuple, sur ses salariés, sur ses partenaires, la force d'imprimer une influence, un changement, de marquer sa période, son temps, voilà. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on est influent et incident pour les autres. Très bien. Je crois que vous avez répondu à ma question qui allait suivre, qui était comment est-ce que cela s'impacte dans votre environnement personnel et professionnel. Je crois que je vais laisser la parole à Pablo pour poursuivre notre entrevue. Alors, bonjour Monsieur Dogui. Bonjour Pablo. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter plus de l'Africa SMB Forum et nous éclairer aussi sur l'Union mondiale des PME, le WUSME? Africa SMB Forum est une organisation non gouvernementale d'affaires que j'ai initiée en 2012, d'abord comme un club d'entrepreneurs tourné vers l'Afrique et qui est devenu en 2014 un espace de ce qu'on dira en anglais le B2B meeting, en tout cas de rencontres régulières pour des gens d'affaires liés à l'Afrique et qui ont besoin de se connecter. Aujourd'hui, elle évolue vers une plateforme en ligne de connexion entre les PME africaines et le monde. Notre volonté, c'est d'ouvrir les PME au monde et de leur donner en un clic des connexions
dans une centaine de pays sur le fournisseur, le distributeur, le donneur d'ordre, le financier à leur disposition. Donc, c'est comment faire son réseau pour le premier contact quand on est une PME africaine et qu'on a envie à l'international de s'ouvrir. En fait, c'est une continuité du Club Africagora. Africagora a été et est le creuset de tout ce que j'aurais pu entreprendre dans ma vie, qui a une certaine, qui est assez longue, je pense. Et Africagora, c'est les diasporas africaines économiques. Ça a été le premier club de cette essence-là en France, qui a ensuite essaimé en Belgique, en Suisse et en Espagne. Comment les entrepreneurs d'origine africaine se mettent ensemble pour impacter leur environnement au quotidien, leur vie, là où ils vivent, dans leur pays de naissance ou d'adoption, et comment ils servent de relais et de passerelle vers le continent africain. Et donc, vous avez raison, c'est d'Africagora de 1999 qu'est né Africa SMB en 2012. C'est une continuité de l'action faite par les diasporas en Europe, par des Afropéens, vers des entrepreneurs du continent africain, notamment les PME. Très bien. Quelle est la place qui est réservée aux femmes dans vos organisations? La place ne leur est pas réservée. Quelle est la place que prennent les femmes? Parce que je pense que le plus important, ce n'est pas de réserver, c'est de ne pas freiner. Et j'allais dire que par incidence, en étant à l'initiative au moins de ces deux organisations, je parlerai tout à l'heure de VUSME, Africagora et Africa SMB ont été et sont animés par un réseau, j'allais dire particulièrement féminin. Alors c'est peut-être dû à mon propre, à mes propres aspirations, à mon propre vécu. Moi je suis aujourd'hui le chef de famille et l'aîné d'une fratrie de 12 enfants. Merci maman, bravo maman. Et dans ces 12 enfants, il y a 8 femmes. Donc j'ai très tôt, même si ce sont toutes des cadettes, été influencé par la force, la présence, l'organisation de ces sœurs, qui sont aujourd'hui des femmes dans leur vie de famille, mais qui continuent à impacter ma vie. Donc je dirais que j'ai toujours été entouré par des femmes, de ma plus grande enfance, de ma vie au collège. Là où il n'y avait que des hommes, c'était dans les sports, le volleyball, les compétitions, et à l'internat, qui était un internat non mixte. Donc, mon réseau international de contacts, ce sont des hommes. Et mes actions en proximité, l'animation des clubs et des réseaux, c'est plutôt avec des femmes, à 70% à peu près, dans mon entourage. Très bien. Alors, dans votre aventure dans votre grande aventure de businessman, quel a été votre plus grand défi et votre plus grand succès? Je dirais que si on parle défi, c'est comment arriver à percevoir chez les autres la capacité à faire en commun, la capacité à réussir à produire, réussir à faire ce qu'on appelle délivrer. Moi, je crois que le plus important, c'est comment est-ce que les autres se mettent au diapason et réussissent à faire ensemble. Dans mon engagement, notamment avec les diasporas africaines depuis 1985, le défi, et c'est une gageure de le dire, c'est de parvenir à faire comprendre à chacun qu'ils sont un élément d'un tout. Et le défi, c'est de permettre à garder la cohésion d'un engagement collectif, qui souvent peut faire défaut, ou quelquefois peut faire défaut. Donc, le défi, c'est ça. Comment amener à bon port, j'allais dire, toute une équipe, sans qu'il y ait défection, parce que les engagements collectifs sont parfois heurtés par des préoccupations personnelles. Donc, voilà, je dirais que le défi, c'est celui-là. Voilà. Et côté succès, votre plus grand succès? Ben, c'est d'avoir, je dirais qu'Africagora reste ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est comment amener les autorités d'un pays, en l'occurrence la France, un peu la Belgique, à considérer qu'elles ont en leur sein une diaspora entreprenante, économique, d'affaires conséquente, et donner
de la confiance à toute cette communauté parce qu'elle sait que c'est le travail qui paye. Et donc, faire sa place, c'est aussi se le faire à la force, à sa propre force. Ne pas attendre que les autres fassent pour vous. OK. Donc, contrairement aux idées reçues, le racisme aussi affecte aussi les Afro-Canadiens. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, nos Afro-descendants, quel message voulez-vous leur donner? Je dirais qu'en tant qu'Afropéen, on a... Afropéen? Pardon? Répétez le mot Afropéen, j'ai jamais entendu. Afropéen. Afropéen. OK. Afropéen. Africain européen. En tant qu'Africain européen, ça se dit Afropéen. Nous avons sur ce continent la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, où il y a une forte communauté d'origine africaine et afro-caribéenne qui a réussi à prendre de l'avant et qui est suivi par le travail que nous avons fait en France. Il est vrai que cet engagement est un engagement de longue haleine. Et s'il y avait un message pour les Africains canadiens, c'est de dire qu'à la longue, tout paye. Même si on a encore sur le continent européen, j'allais dire, des disparités de la place, du respect dû aux Africains ou aux gens d'ascendance africaine en Belgique, en Suisse, en Espagne et en Italie. Il y a encore des partenaires, des amis, des frères qui demandent de l'aide, qui demandent à avoir un exemple de notre parcours pour voir comment eux procéder. Et je dirais que c'est un mix des deux. C'est une mobilisation communautaire pour connaître son vrai poids, pour peser sur les décisions. Et puis, c'était un travail d'entrisme et d'influence pour amener les populations d'une part, les décideurs de l'autre, à considérer qu'ils ont avec eux une composante essentielle de la société. Donc, tenez bon, chers Africains canadiens, vous êtes sur la voie. Très bien, bah écoutez, sur ces mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. À bientôt. Nous sommes de retour avec notre invité, M. Dogat Dogui, où nous parlions de la persévérance, l'importance pour les communautés afrodescendantes, d'où qu'elles soient, de continuer à se battre et surtout de continuer à revendiquer leur place pour pouvoir être exactement à l'image de ce qu'elles sont et de ce qu'elles apportent à la société dans laquelle elles vivent, d'autant plus que nous célébrons actuellement le mois de l'histoire des Noirs, donc on est vraiment en plein dedans. Monsieur Dogui, quelle est la réflexion ou le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Je dirais que c'est un propos, il était à la fois sexiste et raciste, parce que souvent ça va de pair. J'ai fait de ma vie un peu de passage dans la sphère politique. Et un jour, un dirigeant de très très haut niveau, je veux dire un grand dirigeant, on pourrait considérer qu'il n'est pas de haut niveau, dit en pleine réunion à un collègue, pour les élections, au fait, tu n'as pas une beurette dans ton entourage, là, qu'on pourrait mettre sur la liste rapidement? C'est-à-dire que c'était la recherche d'une femme originaire du Maghreb, française bien sûr, pour pouvoir être élue, mais qui, à la rigueur, n'avait aucune... On ne regardait pas sa compétence, il ne cherchait pas à savoir si elle pouvait. C'était vraiment une assignation identitaire et de genre. Comment j'ai réagi? J'ai fait semblant de lever le doigt et j'ai gardé 15-20 secondes au moment où la parole m'a été donnée, sans réponse, ce qui a permis à ce comité, où il y avait une trentaine de personnes, de comprendre le sens de ma réaction, qui était une désapprobation. Silencieuse, parce qu'il n'y avait pas besoin d'en dire plus, et eux-mêmes ont reconnu, et cette personnalité de très haut niveau a dit « Je suis désolé, je m'excuse ». Donc, et l'ensemble de l'Assemblée a compris qu'il y avait eu un problème dans cette manière de faire, et les femmes qui étaient là, qui étaient toutes européennes et blanches, parce qu'on peut être européenne et noire, n'est-ce pas,
ont toutes dit, heureusement que c'est un homme qui a réagi. Parce qu'elles considèrent qu'elles auraient dû être les premières à réagir. Voilà. Ok. Et ça me garde en mémoire parce que ça a été un moment quand même assez fort. Alors, je ne découvrais pas le racisme parce que je milite depuis très longtemps, mais je voyais là le volet très subtil, très ordinaire dans la déconsidération de l'autre. Avec ceci en tête, c'est quoi votre pensée sur le mouvement du Black Lives Matter? J'ai deux réactions. La première, c'est enfin. Enfin, un mouvement planétaire, très longtemps après les engagements du pasteur King. Et puis, malheureusement, il faut attendre une mort d'homme en direct pour qu'il y ait une réaction forte, alors qu'il continue à avoir des morts d'hommes cachés, non filmés, avec des actes qui continuent, qui sont des actes de racisme. Parce que on peut avoir une bavure, comme ça existe partout dans le monde, mais là, c'est un ciblage, c'est un acte contre un autre, considéré comme inférieur, ou en tout cas avec, j'allais dire, la différence ethno-raciale. Moi, je dis que ce mouvement doit continuer de perdurer, il faut qu'on puisse l'imposer, mais malheureusement, j'allais dire malheureusement, il faut attendre qu'un tel drame survienne pour qu'on réagisse, alors que ce drame continue et se perpétue tous les jours. Donc, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je commencerai par les enfants, parce que ce sont eux qui vont influer le monde de demain. L'éducation, la sensibilisation des plus jeunes dans la reconnaissance du genre, filles et garçons, et dans la non-spécialisation de leur devenir. Est-ce que vous avez une phrase ou une citation qui illustre le plus vos engagements ou vos propos? Faire pour nous, sans nous, c'est faire contre nous, disait Madiba. Et donc, je préfère faire moi-même et ne pas attendre qu'on fasse pour moi. Alors, si vous étiez une femme ou un homme d'État, lequel seriez-vous? Sans hésitation, Nelson Mandela. L'inspiration ultime. Ok, très bien. Alors, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je suis fasciné par l'aigle, par sa hauteur de vue, par la précision de sa vision, voilà, et par cette, j'allais dire, son efficacité. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir tout court, le pouvoir et la masculinité, ou la masculinité tout court. C'est très particulier, mais comme j'ai prévu à l'antenne de dire deux choses, en général, les femmes ne mettent pas de cravate. Et il me semble que dans les cercles, mettre une cravate dans une rencontre mixte, c'est se singulariser. Donc, paradoxalement, je vais dire que la cravate est une sorte d'attribut de virilité, parfois de domination, même si c'était aussi un uniforme, la cravate. Très bien, c'est la première fois que j'ai cette réponse. Mais juste à titre d'information, moi, je l'ai déjà porté, la cravate. Je disais que vous êtes une femme de pouvoir. Je n'ai jamais dit que vous étiez une femme et homme de pouvoir. Et la cravate est peut-être un objet de pouvoir, pas uniquement masculin. Très bien. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grand, je voudrais être Doga Dogui », que lui diriez-vous? Mon petit, c'est une bonne idée, mais attention, c'est une vie pleine d'embûches. Donc résiste, reste fort, et quand tu chutes, relève-toi. Parce que l'objet de la vie, c'est garder le cap vers le destin. Avant de conclure notre entrevue, est-ce que vous ne nous avez pas parlé des perspectives de Africa SMB Forum, ni du VUSME? Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour nous donner un peu plus de perspectives par rapport à tout ce que vous mettez en place pour les PME africaines et le monde? Africa SMB ouvre dans une quinzaine de jours, aux alentours du 20 mars, sa plateforme en ligne pour tester
l'idée que les entreprises peuvent se connecter, s'abonner et s'ouvrir au monde. Ça, c'est Africa SMB Forum, avec des rencontres tous les 2 ans. 2019, c'était à Abidjan. 2021, ce sera à Kinshasa, si le Covid nous permet de nous réunir au mois d'octobre. Et pour 12 mai, Union mondiale des PME, créée en 2010 par l'ancien chef d'État de San Marino, le professeur Terenzi. 12 mai prépare la conférence mondiale des PME en décembre 2021. On a dû la reporter, prévue en décembre 2020 à Paris. Elle sera en décembre 2021. Là aussi, si le Covid-19 ou le Covid-2021 ne bloque pas l'arrivée des délégations d'une centaine de pays de par le monde. Très bien. Ben, écoutez, en conclusion, Monsieur Dogui, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes un homme de pouvoir, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre super pouvoir? L'engagement, la force de conviction. Et rester debout. Pour moi, c'est ça, le super pouvoir. Rester debout. Ben, ça sera le mot de la fin, malheureusement. C'est déjà arrivé. On aurait encore le plaisir de rester plus longtemps, mais bon, nous sommes obligés de conclure. Pablo, un mot pour notre invité, pour conclure? Oui, j'ai beaucoup aimé cette entrevue. J'ai surtout retenu de la partie de ne pas nécessairement faire la place pour les femmes, mais de ne pas être un obstacle pour l'ascension des femmes dans notre entourage. Ça, c'est très intéressant comme concept. Ne pas être un obstacle à leur ascension, c'est bien. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dogui. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Je sais votre agenda bien chargé et on aura le plaisir de se revoir prochainement. Rester debout, se lever pour s'élever. Se lever en 2 mots pour s'élever en 1 mot. Très bien. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Pablo. Merci à vous. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.